Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sociétés africaines et diaspora. Collection dirigée par Babacar Sall. Sociétés africaines et diaspora est une collection universitaire à vocation pluridisciplinaire orientée principalement sur l'Afrique et sa diaspora. Elle accueille également des essais et témoignages pouvant servir de matière à la recherche. Elle complète la revue du même nom et cherche à contribuer à une meilleure connaissance des réalités historiques et actuelles du continent. Elle entend également œuvrer pour une bonne visibilité de la recherche africaine tout en restant ouverte et s'appuie, de ce fait, sur des travaux individuels ou collectifs, des actes de colloque ou des thèmes qu'elle initie. Déjà paru. Mbukunta Diallo, la crise casamassaise. Problématiques et voies de solution, 2009. Sédi Kaba, la presse au Niger. État des lieux et perspectives, 2009. Momar Sokna Diop, quelles alternatives pour l'Afrique, 2008. Kodou Wade, sexualité et fécondité dans la grande ville africaine, l'Aka de Wakam, 2008. Ndiassé Sambé, El Hadji Diouf, footballeur et rebelle, 2008. Sédi Kaba, le Niger face au sida, atouts et faiblesses de la stratégie nationale contre la pandémie, 2008. Maïm Marie Faye, l'immolation par le feu de la petite fille du président Wade, 2008. Thiemo Diop, marxisme et critique de la modernité en Afrique, 2007. Jean-Joseph Palmier, la femme noire dans le cinéma contemporain, 2006. Emmanuel Benmousssi, l'Afrique doit se refaire une santé. Témoignages et réflexions sur 4 décennies de développement sanitaire, 2006. Vincent Fouda, Église chrétienne et État-nation en Afrique, 2005. Antoine Ouongo Ahanda, la communication au Cameroun, 2005. Issa Letiao, la femme syrieur, Sénégal, 2005. Marfol, le destin des Africains noirs en France, 2005. Remerciements. Je remercie mon ami, le professeur Cheikh Fati Faye, pour son assistance et sa disponibilité qu'il m'a apportée dans la réalisation de cet ouvrage. Je remercie aussi tous mes amis qui, de près ou de loin, m'ont suggéré et encouragé à publier cet essai, qui constitue un résumé d'une partie des contributions que j'ai déjà publiées dans la presse. Amis parmi lesquels je citerai Abdoulaziz Diop, Mati Ngoy Thiam, Almami Mamadou Wayne, Mokhtar Fofana Nyang, Modi Nyang, Adama Diouf de Xalima Essen, Bassirou Ndiaye de Archipo, Ibrahima Sissé de Infosun, et tant d'autres. Je remercie tout particulièrement mon ami Boubacar Boris Diop, qui m'a fait l'honneur et l'amitié de me dédicacer cet ouvrage. C'est un geste qui me va droit au cœur. Je remercie également les nombreux amis lecteurs, de leurs encouragements, soutiens et conseils, qu'ils n'ont jamais cessé de m'apporter. Ils comprendront que je ne puisse pas les citer tous ici, mais ils se reconnaîtront à travers ces mots. Je remercie aussi toute la presse privée nationale libre qui, grâce à elle, j'ai pu diffuser sans entrave mon point de vue de citoyen libre à travers leurs colonnes, ondes et sites internet sur la façon dont mon pays a été gouverné hier et aujourd'hui. Elle constitue à mes yeux une sentinelle irremplaçable, sans laquelle les citoyens ne connaîtraient jamais les coups tordus, les nombreux scandales tels que la LONASE, l'ANOCI, le Monument de la Renaissance, etc., les crimes odieux et autres complots ourdis et perpétrés contre le peuple sénégalais par un régime sans foi ni loi. Son existence et sa pérennité sont une garantie pour l'information plurielle et diversifiée du citoyen, ainsi que pour une démocratie réelle au sens large du terme. DEDICACES. Je dédie ce travail à mes chers parents, qui m'ont tant apporté dans mon éducation, et qui, malgré leurs conditions sociales modestes, ont su m'inculquer les valeurs de droiture, de dignité, d'éthique, d'humilité et de respect envers l'autre. À mes chers enfants Aram, Kadi, Samba et Anna et mes petits-enfants Ndeye Marem, Jike et Tabara Aïssatou, qui me comblent d'affection constante. À tous amis d'enfance inséparables, qui m'ont toujours apporté leur assistance dans tous les domaines et me témoignent de leur fidélité sans faille. À mon épouse et compagne qui a su supporter avec patience les durs moments d'une vie conjugale, faite de privations de toutes sortes. À mon cher oncle Feu Samba Sey et son épouse qui m'ont couvert de bienveillance dans mon enfance.
À mes sœurs Kadi et Yacine pour leur tendresse, leur affection et leur assistance depuis notre enfance. À tous mes neveux et nièces pour leur gentillesse, leur affection et le respect qu'ils me vouent. Une mention particulière à Kadi Cissé. À tous mes homonymes pour leur affection à mon égard, à qui je souhaite une pleine vie. À mes camarades de lutte et de combat de tous ordres d'hier à aujourd'hui, et à titre posthume pour ceux qui ne sont plus de ce monde, ainsi qu'à tous les citoyens sénégalais qui ont à cœur la situation grave que vit leur pays sous Abdoulaye Wade. J'exhorte toutes les générations confondues, qui se battent contre cet état de fait, à persévérer davantage dans leur juste combat, pour leur peuple et un Sénégal meilleur où il fait bon vivre parce que, devenu, un état de droit effectif, de démocratie non virtuelle mais concrète, respectueux des lois et règlements de la République et sans aucune discrimination entre les citoyens sénégalais. PREFACE. Contribuer, dit le dictionnaire, c'est aider, participer avec d'autres à la réalisation d'un projet, d'une entreprise, avoir une part plus ou moins importante dans la production d'un résultat. Mais ce n'est peut-être pas si simple, car les mots ont souvent une seconde vie plus ou moins secrète. Ainsi me suffirait-il de demander à un ami étranger son avis sur la dernière contribution de Maudie Niang dans Walf, pour le plonger dans un profond embarras. Le malentendu serait tout à fait compréhensible dans la mesure où le vocable contribution est devenu, depuis le début des années 90, une sorte de sénégalisme. Notre langage politique l'a enrichi de nouvelles nuances et l'on peut même dire qu'il fleure bon chez nous la controverse citoyenne. À l'origine de cette mutation sémantique, les quotidiens privés qui, en offrant de larges espaces d'expression à tous, ont transformé une rubrique souvent négligée, le courrier des lecteurs, en lieu privilégié du débat démocratique. Dans le feu de la lutte contre Diouf et le PS, ce choix éditorial intelligent et généreux nous a peu à peu familiarisés, parmi des dizaines voire des centaines d'autres signatures, avec les opinions de Moubarak Lo, Ibrahim Hassen, Djibril Albert Ndiaye et Mandiaye Gueye. Par des textes au vitriol ou des analyses rigoureuses et sereines, chacun d'eux a su apporter sa touche personnelle dans la réflexion sur la situation politique et sociale du Sénégal. À l'instar de Mandiaye Gueye, qui se présente volontiers comme un observateur actif, ils se sont intéressés à des sujets aussi sérieux et divers que la politique agricole, la pêche industrielle et les relations entre les confessions mais également entre les confréries religieuses. Le grand public, qui ne savait presque rien d'eux au départ, n'a pas tardé à découvrir de fortes individualités, avant tout soucieuses d'offrir en partage à leurs semblables une riche expérience humaine et intellectuelle. Le parcours politique de Mandiaye Gueye est particulièrement révélateur à cet égard. Le Sénégal sous Abdoulaye Wade est en effet le livre d'un homme qui, ayant placé sa vie sous le signe du combat contre l'injustice, n'a jamais pu se résigner au silence ou à l'inaction. Les anciens camarades de Mandiaye Gueye parlent aujourd'hui encore avec respect et émotion de son esprit de sacrifice et de son dévouement à leur idéal commun. Élève à Saint-Louis, il est recruté dès l'âge de 18 ans au Parti africain de l'indépendance PAI par Youssouf Ly et Feu Eliman Kane. En même temps note-t-il malicieusement qu'un certain Mouhamadou Keïta, futur chef d'état-major général de notre armée et figure de proue des assises nationales. Le PAI se voulait un parti communiste, et en 1963 Mandiaye Gueye s'en va à Moscou pour une formation à l'Institut international de la coopération. C'était toutefois une époque un peu bizarre où un jeune Sénégalais ne pouvait se rendre au pays de Lénine que par le train, en faisant un petit détour chez Modibo Keïta. Revenant au Sénégal 2 ans plus tard dans l'express Dakar-Bamako, Mandiaye Gueye est arrêté en gare de Kidira et passe 4 mois en prison. Aussitôt après sa libération, il entre dans la clandestinité. On sait ce qu'il est advenu par la suite du PAI. Mandiaye Gueye se retrouve au Parti de l'indépendance et du travail, PIT, où jusqu'à sa démission en 1997, il est membre du comité central et de la commission centrale de contrôle. Mais pour ce comptable de formation, il a servi entre autres à l'IPG et à Africoto. S'éloigner du combat politique organisé ne signifiait en aucune façon se désintéresser du sort de ses compatriotes. La parution de ce livre montre bien que sa passion de la chose publique est restée intacte même pendant la période où il a pu s'interroger sur la validité de ses choix philosophiques antérieurs. Son intégrité a fini par payer.
Aujourd'hui le nom de Mandiaye Gueye compte et sur tous les sujets d'intérêt national ses avis sont sollicités et écoutés d'une oreille attentive. Le paradoxe, c'est qu'il est devenu la voix des sans-voix sans l'avoir vraiment cherché. Au moment même où, conscient des limites de l'action partisane, il ne voulait surtout plus prétendre parler au nom d'eux. S'il s'est mis un jour à alimenter les journaux de ses courriers, c'était avec la modeste ambition de suggérer aux autorités et aux populations des solutions pratiques à des problèmes auxquels lui-même, vivant dans la banlieue, était parfois directement confronté. Mais au fil des ans, encouragé par les réactions des lecteurs, il a senti la nécessité d'affiner toujours un peu plus sa réflexion et de lui donner une portée nationale. Une solide formation idéologique l'avait fort heureusement préparé à ce délicat exercice. Il n'y a sans doute rien de plus beau que la possibilité pour un citoyen anonyme de dire « Notre pays est en crise, voici ce que je propose pour y remédier ». Cela peut paraître aller de soi dans une démocratie qui se respecte. Il faut pourtant du caractère pour refuser de subir la parole des autres et oser se battre, presque seul et pour ainsi dire à main nue, contre toutes sortes de pouvoirs institués. Jusqu'au bout Mandiaye Gueye est resté fidèle à ses convictions, et c'est avec une légitime fierté qu'il vient non pas de rassembler mais de faire fusionner dans un même ouvrage plusieurs décennies de contributions. L'on y cherchera cependant en vain la toute première, parue dans Le Soleil en 1970 et fustigeant, déjà, la gestion de la Sénélec par le régime de Senghor. Le président Diouf est lui aussi absent du livre, même si l'auteur ne l'a guère ménagé à l'époque où Le Matin mais surtout Walfadjri et Sud Quotidien étaient au fait de leur puissance. Pourquoi donc Mandiaye Gueye a-t-il choisi de faire de l'actuel président du Sénégal son unique cible ? Certains l'accuseront peut-être de partialité. Ce ne serait pas juste, car cet ouvrage a été avant tout commandé à son auteur par un souci d'efficacité immédiate. Le Sénégal sous Abdoulaye Wade, même si son titre fait en partie écho au livre de Momar Koumba Diop et Mamadou Diouf, ne se veut ni une étude sociologique ni un traité d'histoire. Ce n'est même pas un retour de Mandiaye Gueye sur un itinéraire personnel dont nous aurions au demeurant pu beaucoup apprendre. Ayant manifestement peu de goût pour les spéculations abstraites, Mandiaye Gueye a surtout voulu parer au plus pressé. Ce livre est un appel à ceux qui partagent ses convictions, et ce qu'il leur dit est tout simple. C'est ici et maintenant que Wade s'emploie à liquider tous les acquis institutionnels et moraux du Sénégal et nous devons tous ensemble nous mobiliser pour son départ de la tête de notre pays dans les meilleurs délais. Mandiaye Gueye n'hésite d'ailleurs pas à voir en Wade un étranger totalement indifférent à l'avenir proche ou lointain du Sénégal. Ce sentiment que Wade est un danger pour la nation est aujourd'hui chez nous la chose du monde la mieux partagée. En quelques années seulement de nombreux ouvrages, quelquefois d'une rare virulence, ont été consacrés aux graves méfaits de son régime par Pape Samba Kane, Abdou Latif Coulibaly, Almami Wayne, Abdou Aziz Diop, Souleymane Jules Diop et Modi Niang. Ce n'est pas non plus un hasard si deux cinéastes, Diogaye Ramaka puis de manière plus oblique, le très regretté Samba Félix Ndiaye, ont entrepris de démonter les mécanismes d'un système potentiellement ravageur. Rien de tout cela ne semble bien nouveau car les Sénégalais, grands râleurs devant l'Éternel, n'ont jamais été tendres avec leurs dirigeants. Il ne faut pourtant pas aller trop vite en besogne. On a parfois l'impression de quelque chose de profondément irrationnel dans notre rapport à Wade, comme un obscur désir de faire acte de pénitence, d'expier une faute. Le fait est que si ce dangereux apprenti sorcier est le président le mieux élu de notre histoire, c'est bel et bien parce que nous avons rêvé de le voir prendre en main nos destinées. Cela peut paraître absolument incroyable aujourd'hui mais toute l'affaire se ramenait en fin de compte à cela. Dans un sens, nos cris de rage contre le pouvoir libéral s'adressent autant à Wade qu'à nous-mêmes, et on comprend que le leader du PIT ait publiquement présenté ses excuses au peuple sénégalais. Il semble résulter de toute une relation personnelle très tendue entre l'homme Wade et chacun de ses nombreux ennemis, hommes politiques, journalistes en vue ou simples citoyens. Il n'en était pas ainsi avec Senghor et Diouf, dont on pouvait contester les choix politiques tout en les respectant. Avec Wade, cela semble presque impossible, et même son âge avancé ne le met pas à l'abri des moqueries insultantes de commentateurs qui auraient pu être ses petits-enfants. La déception d'un homme comme Mandiaye Gueye est d'autant plus amère que sans la mobilisation de la gauche autour de son nom, Wade n'aurait jamais été président du Sénégal. En mars 2000,
La transparence électorale n'a pu être imposée au régime socialiste que par une union sacrée, hétéroclite mais redoutable du fait de son impact sur l'opinion, des forces de changement. Les journaux ont été pris d'assaut par les contributeurs. Tout a été pardonné à Wade, y compris l'image peu glorieuse qu'il avait donnée de lui-même lors de son passage au gouvernement de majorité présidentielle élargie. Déjà quelques années plus tôt, chacun avait fait semblant de n'avoir rien compris à l'affaire Massey, qui n'a pourtant jamais été bien mystérieuse. L'actuel chef de l'État, plus lucide que ne pourrait le laisser penser ses extravagances, n'a rien oublié de tout cela. Ses alliés contre Diouf connaissaient les terribles secrets de l'homme mais aussi ses faiblesses et ses allégeances occultes. Cela faisait de lui leur otage. C'est pourquoi, appliquant le principe selon lequel un bienfait ne doit jamais rester longtemps impuni, il s'est employé à les détruire lentement mais sûrement sans état d'âme. D'une certaine manière, le livre de Mandiaye Gueye fait le bilan de ce compagnonnage. Il ne l'a cependant pas écrit pour esquiver sa part de responsabilité en tant que figure de la société civile, mais au contraire pour passer en toute honnêteté aux aveux. Voulant se rendre utile, il célèbre à sa façon le 10e anniversaire de l'accession de Wade au pouvoir et nous invite à faire notre examen de conscience. Cela veut dire essayer de comprendre l'aveuglement collectif qui a rendu possible une telle catastrophe. Mandiaye Gueye met au passage en garde contre une erreur, le désir de changement à tout prix, en dehors de tout principe, qui a tant profité pour le malheur de notre pays, à l'actuel locataire du palais de l'avenue Senghor. Mais au-delà de la colère qui l'anime et qui explose dès le titre de son livre, Mandiaye Gueye s'est gardé la tête froide. L'essentiel à ses yeux, c'est de fermer une malheureuse parenthèse historique par la confirmation en 2012 du cinglant désaveu électoral de mars 2009. Militant dans l'âme, Mandiaye Gueye a voulu, littéralement, faire œuvre utile. Seul lui importe en effet, on le sent à chaque page, les moyens pratiques de réaliser le second et vrai changement que tout un pays meurtri appelle de ses vœux. Boubacar Boris Diop, écrivain. Avant-propos. L'avènement de l'alternance nous a révélé les vrais contours d'un homme sans parole d'honneur, aux engagements démesurés et fluctuants qui ne tiennent qu'à un fil. Un économiste de façade, dont la densité n'est fondée que sur la base de ses diplômes proclamés et sa théorie économique très singulière sur l'informel, comme il l'a déclaré lui-même, dès l'entame de son magistère. Les preuves auront été suffisamment démontrées, par sa gestion catastrophique de notre économie au cours de ses 2 mandats. En vérité, il ne fonde ses hypothèses économiques que sur le tâtonnement, le calcul mental hasardeux, de l'à peu près ou à pied levé. À bien observer, Wade s'appuie paradoxalement sur l'antipode des règles et théories économiques les plus élémentaires, à savoir sur un informel intégral, avec une absence absolue de prévision, sans tableau de bord, servant de plan directeur ou fil conducteur, et comment il entend conduire les affaires de notre pays pour la période considérée. Nous avons par erreur, et pour le malheur de notre pays, placé un 19 mars 2000 à la tête de celui-ci, un avocat théoricien d'une certaine pensée économique dite libérale informelle, dont le seul génie est l'art d'échafauder des protocoles de combine et des pièges pour tromper ses interlocuteurs afin d'atteindre son objectif machiavélique, sans état d'âme ni éthique. C'est un homme qui a un amour démoniaque du pouvoir. Il est prêt à tout pour l'avoir et le gérer autocratiquement, même s'il l'a obtenu démocratiquement comme c'était le cas, le 19 mars 2000. Et pour arriver à ses fins, rien n'est de trop et sans aucune retenue de quelque nature que ce soit, quitte même à pactiser avec le diable. Pour l'avoir bien observé dans l'opposition des années durant, puis dans l'exercice du pouvoir depuis 2000, je ne suis pas du tout surpris par l'homme. Au contraire, je suis davantage convaincu que rien ne l'intéresse, en dehors du pouvoir et les honneurs qu'il aime à la folie. Il n'aime ni son pays ni son peuple, moins encore l'Afrique. Les séries de contributions que j'ai consacrées à l'homme et à sa manière de gouverner notre pays depuis quelques années en témoignent. Les principales caractéristiques de sa personne notamment, son culte de la personnalité, la gestion monarchique de son parti et du pays à la fois, ses grands travaux ou projets chimériques, ses promesses sans lendemain, son manque de respect à l'endroit de ses concitoyens, son narcissisme, sa farouche volonté inavouée de réduire les citoyens sénégalais en de vrais sujets qui ne devraient jamais avoir la voix au chapitre et j'en passe, ont tour à tour fait l'objet de mon appréciation plus exactement de mon point de vue.
Les lecteurs en jugeront eux-mêmes à travers leur propre réalité vécue sous le magistère de l'homme, par rapport à mes propos qui vont suivre. L'homme est mégalomane. Ainsi, à défaut de pouvoir régenter tout seul une organisation, un mouvement de masse, d'être seul auteur d'une idée ou initiateur d'un projet, il est prêt à user de tous les moyens, voire les plus ultimes pour y mettre fin ou empêcher leur mise en œuvre. En cas d'échec pour atteindre son objectif, il cherchera à tout prix de les torpiller en diabolisant son ou ses promoteurs. L'exemple du NEPAD, des organismes communautaires, ASECNA, BCEAO, Air Afrique, UA, ou plus près de nous, ses prédécesseurs, ses opposants et les assises nationales, sont quelques-unes des illustrations de sa volonté démesurée à vouloir tout dominer ou contrôler. Il ne partage jamais une œuvre ou une idée car il en est incapable, parce qu'il veut toujours tout posséder et à lui tout seul. Comme qui dirait, en dehors de moi, c'est le néant. Bon nombre de ces citoyens sénégalais ou mieux, de ses interlocuteurs à travers le monde, sont arrivés à la conclusion que l'homme est incapable de se mouvoir dans un cadre légal bien défini avec des principes et règles intangibles de jeu. Il est du point de vue social, tout à fait hors norme en tout, pour ne pas dire marginal. C'est ainsi qu'il n'hésite pas un seul instant à violer en cas de besoin tous ses engagements et aussi à ne respecter aucune institution. En un mot, il foule aux pieds tout ce qui ne l'arrange pas et se renie sans état d'âme. À l'état actuel des choses dans notre pays, M. Wade considère véritablement qu'il est absolument au-dessus des lois, n'envisage dans aucun cas dans son fort intérieur la possibilité d'être traduit un jour devant une juridiction quelconque de notre pays. Il a, à cet égard, tellement verrouillé la Constitution et toutes les autres institutions, à tel point qu'il a la certitude que les deux chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, qui lui sont dévouées et qui sont à son service exclusif, n'oseront pas le mettre en accusation. D'ailleurs, dans le cas d'espèce, c'est l'article 101 de la Constitution seulement qui le vise directement. Il s'agit de la haute trahison, hypothèse pratiquement ou difficilement applicable dans le cas de figure de notre architecture institutionnelle ou juridictionnelle. Dans la nomenclature judiciaire et institutionnelle présente, aucune autre institution n'est prévue ou habilitée à constater la haute trahison et à mettre en accusation le président de la République. Seul un tribunal populaire est en mesure de le traduire par la volonté du peuple, et celui-ci n'est pas institutionnel pour l'instant. M. Wade a introduit dans la gestion des affaires de la République au cours de son mandat des pratiques étrangères et irrationnelles tendant à dénaturer et à banaliser nos institutions. Et dans ce cadre précis, aucun domaine de la vie nationale n'a été épargné. L'aménagement du territoire n'a pas échappé à la gestion calamiteuse de M. Wade, en ce sens que toutes les lois et règlements qui le président ont été tout simplement violés ou bafoués. Ainsi, le territoire national a fait l'objet d'un découpage fantaisiste ne répondant à aucune logique économique, juridique, culturelle ou sociale, mais simplement à un calcul politicien pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. La gestion des terres en est de même. Elle a fait aussi l'objet d'une distribution scandaleuse qui dépossède totalement les paysans utilisateurs authentiques et autres ayants droit, pour les remettre à une clientèle politique et maraboutique dans les centres urbains, à des marabouts ou des paysans de dimanche dans le monde rural. C'est ainsi aussi, dans le cadre de cette fameuse Gohana sortie de ses tours de prestidigitation, pour faire plaisir à des amis promoteurs nationaux ou étrangers, il leur livre nos terres cultivables et les plus fertiles à grande échelle, avec un appui financier et matériel par-dessus le marché. N'est-ce pas une forme ou occasion pour la recolonisation de notre pays? Sinon cela lui ressemble à bien des égards. La preuve éclatante de son manque criard de vision prospective est encore matérialisée ici, par le sort qui est réservé à notre élevage et la place de nos éleveurs, dans le cadre de la politique globale de développement économique et social au plan national. Les terres de pâturage ne sont pas localisées et délimitées avec exactitude, dans aucune des régions du pays afin d'éviter les conflits fratricides entre paysans et éleveurs, d'une localité donnée. De même, la santé animale est le cadet des soucis du gouvernement libéral de M. Wade. En un mot, l'absence d'une vraie politique agricole nationale cohérente. La pêche industrielle subit un traitement identique à tous les autres secteurs de l'économie nationale.
En dehors de l'absence de repos biologique et de la protection de nos ressources halieutiques, la pêche est entre les mains et à la merci des étrangers, qui pillent nos maigres ressources naturelles. Ainsi, la pêche industrielle est presque entièrement dominée par le capital privé étranger, faute de financement conséquent et de matériel adéquat au privé national. Les questions telles que l'unité nationale, les religions et confréries, la culture, la jeunesse, l'emploi, l'habitat, l'assainissement et l'urbanisme, la sécurité publique, la santé et l'hygiène publique, etc., n'ont pas reçu le traitement approprié par rapport à leur place et importance parmi les préoccupations essentielles et prioritaires des populations sénégalaises. Rien que des effets d'annonce, des slogans populistes creux et vides de sens, un tapage médiatique en programme, pour calmer les ardeurs des populations meurtries qui n'en peuvent plus écrire leur ras-le-bol. Me Wade aime faire les manchettes à la une des journaux et particulièrement des médias publics, être toujours au devant de l'actualité pour occulter les problèmes essentiels dont souffrent les Sénégalais. En effet, les infrastructures dont il se vante tant sont inappropriées, disproportionnées par rapport aux besoins du reste du pays, en les concentrant uniquement dans la région de Dakar et précisément dans Dakar Centre, le reste du pays est totalement dépourvu d'infrastructures dignes de ce nom. Là où celles-ci sont parfois entamées, elles restent classées la plupart dans le lot des nombreux travaux inachevés ou abandonnés, dont Me Wade et son fils sont les champions. Souvent c'est pour des raisons d'une mauvaise conception technique, erreur de montage financier, un soubassement de corruption ou de non-paiement des fournisseurs locaux, dette intérieure. J'ai abordé au cours de ma réflexion des questions portant sur la citoyenneté et les faits de société, dans le but d'inviter les citoyens à prendre conscience de leur rôle irremplaçable dans la République. En fait, il est impératif que les citoyens exercent effectivement leurs droits et devoirs à part entière pour faire face et contrer l'inertie et l'indifférence auxquelles le pouvoir de Me Wade les attire et les invite quotidiennement. Ainsi, à la faveur de cette inattention ou manque de veille des populations, ils dilapident tranquillement avec les siens dans des festivités mondaines, des infrastructures de prestige, des monuments hors de propos, etc., le peu de ressources que nous avons tant sué à rassembler. Tout le monde s'en souvient comme si c'était hier. Nous l'avons tous, souvent entendu marteler plusieurs fois, je vais reprendre mon parti. Mais à ce jour, cette reprise tarde à être effective et risque de ne pas l'être de sitôt. Le PDS se distingue comme étant le seul parti qui ne dispose pas d'une direction véritable au sens propre. Sa direction est virtuelle et informelle pour ne pas dire immatérielle. La seule constante étant Me Wade, tous les autres ne sont que des figurants furtifs susceptibles d'être virés à tout instant, comme le furent par exemple tous ses seconds, Farah Ndiaye, Serigne Diop, Boubacar Sall, Ousmane Ngom, Idrissa Seck, Macky Sall, etc. Me Wade, par sa pratique habituelle dans l'opposition comme au pouvoir, nous a, à suffisance, servi énormément de leçons d'arnaque sans équivoque, pour nous amener, nous citoyens, à changer de conduite et de tenue par rapport à lui, et aussi à la gestion des affaires de la République. Ce pays qui nous est commun et si cher à nous tous, semble être abandonné par ses enfants les plus dignes et méritants et livré tout bonnement à Me Wade, pour qu'il en fasse ce que bon lui semble. Est-ce vraiment admissible ? Bien sûr que non. Alors il faut donc que les vrais citoyens sénégalais fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que notre pays ne soit transformé en une monarchie wadienne. Nous devons, chers concitoyens, agir pour sauver la République du Sénégal. Tout d'abord et avant tout, nous devons en faire notre tâche prioritaire avant qu'il ne se disloque en tant que nation, ou avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons bien cela à notre pays. Également, pour honorer la mémoire de nos disparus, qui nous avaient précédés dans cette tâche et qui avaient aussi tant œuvré pour le même combat et objectif. C'est ce que je m'évertue à faire avec beaucoup d'autres concitoyens, à travers mes modestes contributions et les actes que je pose tous les jours. Et j'invite mes concitoyens qui ont les mêmes convictions que moi, qui sont arrivés à la même conclusion que moi et bien d'autres patriotes, à en faire de même pour le départ de Me Wade de la tête de notre pays, dans les meilleurs délais. Le résultat des élections locales du 22 mars 2009 est une éclatante victoire pour tout le peuple sénégalais, et un avant-goût de 2012 pour tous ceux qui s'opposent vaillamment contre le régime libéral. C'est également une sanction négative d'une politique et un avertissement clair d'un homme Me Wade,
à son régime et à tous ceux qui sont encore hésitants à s'engager résolument dans ce combat ultime, d'un peuple qui souffre dans sa chair par la faute d'un homme qui lui a tourné le dos, dès l'entame de son mandat, au profit de ses intérêts propres lui et les siens et de l'extérieur. Chapitre 1. Devoirs citoyens, INDIFFERENCE et RESPONSABILITE. Un citoyen témoin de son temps. Militant politique des décennies durant, je suis devenu un citoyen observateur actif de la vie politique et sociale de notre pays. J'ai pu observer et noter en témoin, sous l'angle du citoyen tout court, l'évolution de la situation politique, économique et sociale du pays comme un mirage mais en vérité, stagnante voire en recul dans bien des domaines. Notre pays, le Sénégal, est politiquement insolite, en ce sens que certains hommes politiques et la politique peuvent épouser tous les cas de figure imaginables, et même ceux non imaginables par leur manque d'éthique, de conviction idéologique et de fidélité par rapport à leur choix politique initial et j'en passe. C'est ainsi que les repères de doctrine ou d'idéologie de certains d'entre eux se perdent complètement au fil du temps, ou se diluent par moments dans des combinaisons opportunistes qui n'obéissent qu'à leur égoïsme et leur cupidité. C'est pourquoi, à mon avis, les historiens objectifs, les vrais en tout cas, qui devront écrire demain l'histoire politique du Sénégal, auront du pain sur la planche. Car le contenu que certains acteurs politiques attribuent selon les circonstances aux concepts tels que République, citoyenneté, liberté, démocratie, état de droit, etc., est hors norme. Également, une autre équation non moins sérieuse se posera pour eux, à savoir, comment sélectionner et retenir les véritables figures historiques marquantes, dépouillées de tout esprit partisan de notre évolution, avant et après l'indépendance. Il est aujourd'hui, à quelques rares exceptions, de trouver parmi les acteurs politiques sur scène, voire dans la société civile, ceux qui sont demeurés fidèles à leurs options premières sans jamais avoir vacillé au cours de leurs activités, en valsant de gauche à droite ou vice-versa. C'est par des contorsions laborieusement élaborées, et opportunistes, sous-tendues à vrai dire par des prébendes que certains hommes politiques tentent de théoriser ou de vouloir justifier la transhumance ou le partage du gâteau, en étroite collaboration avec le pouvoir en place. J'ai le sentiment que dans notre pays, la conviction idéologique et les principes directeurs de toute action politique sont devenus une affaire de saison ou d'âge. En effet, nos hommes politiques ou tout au moins certains d'entre eux passent souvent de la gauche vers la droite et exceptionnellement de la droite vers la gauche sans état d'âme. Par ailleurs, notre classe politique en général, et celle même africaine devrais-je dire, ne prend pas conscience qu'en un moment donné de la vie, il faut savoir se retirer non pas de la scène politique mais du rôle principal de dirigeant de premier plan. Comme s'ils voulaient la plupart d'entre eux, mourir au pouvoir ou à la tête de leur parti. L'illustration ou la preuve de violation de leur propre statut se trouve dans le fait qu'aucun des partis ne tient un congrès ordinaire à date prévue, y compris celui qui est au pouvoir, qui les coiffe tous au poteau, en transformant un simple bureau politique en congrès d'investiture. La formation des cadres politiques en vue de la relève du personnel de direction ne semble plus inscrite à l'ordre du jour des programmes des partis politiques. En fait, il est évident qu'ils sont en majorité sournoisement contre toute alternance directionnelle dans leur formation politique. Ils préfèrent plutôt disloquer le parti en plusieurs morceaux insignifiants, plutôt que de céder librement et démocratiquement la direction à d'autres plus jeunes, qui ont acquis de l'expérience et de la maturité. Ils s'y ajoutent, ces derniers ont l'avantage d'être au diapason des nouvelles techniques de l'information et de la communication, NTIC, plus la fraîcheur et les aptitudes physiques à ne pas négliger dans une course de longue haleine. Et pour preuve, ce fichier électoral qui a été confisqué et logé parallèlement au ministère de l'Intérieur et à la présidence de la République pour mieux être taillé à leur convenance, a échappé au contrôle de leurs experts en informatique. Même Idrissa Seck, considéré comme un « as de l'informatique », n'est pas encore parvenu à nous éclairer sur ce qui a bien pu se passer concrètement. Cet état de fait est malheureusement valable au sein de la droite comme de la gauche. Par endroits, ce sont des dinosaures inamovibles qui n'appréhendent la démocratie et l'alternance que chez les autres. Cette pratique de gestion des organisations de masse en général diminue ou mieux, annihile toute la portée des actions positives que certains d'entre eux ont eu effectivement à apporter des années durant au service d'un idéal,
d'une cause, d'une organisation politique, d'un syndicat ou tout court à la nation. Ainsi petit à petit, la gestion démocratique cède le pas au culte de la personnalité et par l'entremise du centralisme démocratique devient une gestion opaque, patrimoniale et autocratique. L'exemple de Nelson Mandela ne sert malheureusement à rien, à bon nombre de nos hommes politiques, qui devraient pourtant s'en inspirer comme un exemple vivant pour sortir par la grande porte. Il faut tout de même le reconnaître, certains parmi eux ont fait le sacrifice en menant le combat sans désemparer depuis leur tendre jeunesse jusqu'à nos jours, ceci à l'opposé de la nouvelle race de politiciens cupides qui n'ont pour motivation que le gain facile et rapide sans effort si ce n'est la ruse. Le résultat de tout ceci a conduit aujourd'hui dans notre pays à la multiplicité de minuscules partis et d'organisations syndicales, avec des chefs hâbleurs sans envergure ni consistance. Il s'ensuit que les partis politiques et les syndicats perdent progressivement capacité, confiance et emprise sur leurs membres, et par conséquent peinent à mobiliser les masses de citoyens. Les citoyens sont complètement abusés et désarçonnés par le fait que les mêmes gens défendent parfois tout à fait le contraire de ce qu'ils ont toujours chéri et réaffirmé dans un passé récent. Jiboka, Ibader Thiam, Abdoulaye Babou Abdourahim. Agne etc. en sont quelques exemples parmi tant d'autres. Autre conséquence, notre pays, tributaire de politiques sans programme crédible et fiable, fondées sur une base concrète de nos réalités économiques à tous les niveaux de la société, demeure encore dans un sous-développement chronique. Il ne pourra en sortir, si toutefois, la politique de tâtonnement, de l'informel et de courte vue, ne cède le pas à une réflexion profonde pour asseoir de véritables plans de développement, particulièrement au niveau des infrastructures adéquates qui constituent la base fondamentale pour tout développement économique et social durable d'un État. La politique de l'autruche, cheval de bataille de ceux qui ont eu à diriger le pays jusqu'ici, a toujours fait et continue de faire fi de la spécificité sénégalaise qui est une réalité économique, la qualité indéniable de nos ressources humaines. Mais avec une note particulière à décerner au libéral Mewade, qui ravit la palme par sa manière idyllique de peindre une situation économique chaotique et désespérante en un paradis de succès. L'agriculture, base fondamentale de toute lutte efficace contre la pauvreté et pour l'autosuffisance alimentaire, est le parent pauvre dans la mise en œuvre des programmes de politique de développement économique et social du pays. Le monde rural qui vit dans le dénuement total, voit ses bras valides prendre la direction de l'émigration clandestine ou de l'exode rural vers les grandes villes du pays, précisément à Dakar. Ainsi, au lieu d'un développement durable rationnel et équilibré comme souhaité par nos campagnes, c'est la pauvreté qui s'y installe durablement. Dakar, qui est considéré comme le miroir du pays et que l'on montre à l'étranger, divorce totalement avec le reste du territoire national. Outre Thiès, récemment dotée d'infrastructures routières plus ou moins adéquates, aucune autre ville n'a bénéficié de la manne d'argent que constituent les emprunts et l'aide extérieure, rentrés au pays depuis l'indépendance. Cet argent, qui est d'ailleurs une dette contractée en notre nom, faut-il le rappeler, est à payer demain par le contribuable sénégalais, nos enfants et petits-enfants. Nos capitales régionales et moins encore nos villes sont dans un état de décrépitude avancée. Le peu d'infrastructures qui y existaient tombe en ruine et sans de nouvelles créations. Le programme spécial indépendance ne fut que l'heure en définitive. À l'inverse, nous assistons à des dépenses de prestige au service et bénéfices exclusifs des dirigeants de l'État et de leurs clans, à la construction de monuments dont certains n'ont aucun sens, ni symbolique, ni expressif ou représentatif historiquement, en quoi que ce soit pour le citoyen lambda. Ce train de vie dispendieux de l'État, la confusion des biens publics avec ceux du parti État au pouvoir et la licence donnée à la famille présidentielle à tout faire, ont été priorisés par rapport à la modernisation de l'État, précisément les institutions, l'administration générale et les collectivités locales. Nous voulons à travers ces propos, et dans une certaine mesure, partager avec le lecteur, la somme de réflexions et d'observations faites sur une longue période, de la manière dont nous sommes gouvernés, des constats qui en ont découlé. À cet effet, mes différentes contributions ont souvent porté sur certains domaines de la vie de notre société, institutionnelle, sociale, politique, économique, culturelle et divers autres, depuis un certain nombre d'années. Ceci en tant que témoin de la période coloniale,
et du magistère des 3 présidents qui ont dirigé notre pays. Estimant que l'indifférence des citoyens ou l'inobservation de leurs prérogatives citoyennes par rapport à la chose publique ou politique est l'allié objectif d'une politique antidémocratique pour un pouvoir qui tend vers l'accaparement des institutions à des fins personnelles. Ce qui conduit en droite ligne à la dictature et à l'autocratie. Je me suis toujours refusé d'être un citoyen passif, simple observateur ou laudateur des hauts faits de nos gouvernants sans intervenir et donner mon opinion sur la chose publique. Ainsi, à travers ces lignes, je tente de traduire autant que peut se faire ma conviction profonde d'un citoyen libre et conscient de son devoir. La problématique du développement de notre pays en tant que république est l'absence d'une application effective des valeurs fondamentales d'un État moderne, dans un cadre institutionnel qui garantit la pérennité de nos institutions et de leurs valeurs essentielles telles que la République, la citoyenneté, les libertés, la démocratie et l'État de droit. Les gouvernants ont l'habitude de les proclamer justes dans une constitution, mais dans la pratique, ils procèdent tout à fait autrement. L'absence d'un tel cadre est évidemment incompatible avec le développement d'un État moderne. Il est une des composantes essentielles de la bonne gouvernance, et un gage de climat approprié pour un développement harmonieux d'un État de droit. Une des missions premières d'un pays décolonisé qui accède à l'indépendance devrait consister à asseoir des institutions républicaines sur une base solide comme fondement. Un cadre institutionnel de la sorte constituerait sans nul doute son meilleur socle. La République, étant comme le jour qui pointe à l'horizon suite à une longue nuit coloniale, nous consacre le statut de citoyen. Elle donne une égale dignité à tous ses enfants, tant pour ceux qui ont vécu sous le joug de la colonisation, que ceux qui ne l'ont pas connue. La citoyenneté, une valeur que la République confère à tous ses enfants devenus citoyens à part entière et qui fait d'eux des hommes libres qui ont des droits mais aussi des devoirs, à l'opposé des sujets que certains d'entre eux étaient à l'époque coloniale. Les libertés permettent aux citoyens que nous sommes d'exprimer librement nos opinions sur la marche du pays et les hommes qui le dirigent, de nous organiser librement pour la défense de nos droits et devoirs par l'expression, par l'écrit ou la manifestation sous toutes les formes prévues par les lois en vigueur. La démocratie, une autre catégorie de valeurs et de libertés conquises pour donner au peuple, seul détenteur du pouvoir par son suffrage, la plénitude de ses prérogatives à choisir librement ses dirigeants. L'État de droit, cette aire géographique délimitée dans l'espace, abstrait mais qui se vérifie concrètement dans la pratique et le fonctionnement rationnel de celui-ci. Il est le résumé de toutes les valeurs citées plus haut, et doit les incarner. C'est la traduction de leur mise en œuvre, dans le cadre d'une organisation parfaite des institutions de la République en symbiose. Il garantit et sauvegarde à tous les citoyens les droits et libertés attachés à leur personne et à leurs biens. Il assure et sécurise en toute quiétude à l'ensemble des populations partout où elles se trouvent dans le territoire national. En somme, c'est un État régulateur, du social, de l'économique, du juridique, du temporel, du spirituel, du linguistique, etc. Au vu des bilans des gouvernements qui se sont succédés depuis notre accession à la souveraineté internationale, à la lumière de l'expérience de tant d'années vécues sous leur direction, on peut affirmer sans crainte d'être démenti que nous sommes très loin du compte par rapport à cet état idéal. Dans notre pays et même au-delà en Afrique, le rôle, la fonction et les prérogatives du citoyen sont relégués au second plan pour ne pas dire marginalisés dès que les élections se terminent, à telle enseigne que les gouvernants une fois élus ne tiennent plus compte des préoccupations du citoyen qui les a portés au pouvoir pour une période bien déterminée. Petit à petit, ils s'érigent à la fois comme pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Ils inversent ainsi les rôles, au lieu d'être au service de ces mandants, ce sont maintenant les citoyens qu'on oblige presque à faire acte d'allégeance à leurs élus au pouvoir. Et c'est ainsi que la République, la citoyenneté et les libertés, la démocratie et l'état de droit deviennent de vains mots proclamés à la face du monde et pour la galerie de nos constitutions, mais en fait complètement dévoyés. Les luttes menées par les forces de progrès pendant la colonisation, ensuite celles pour l'indépendance nationale et les premières années d'indépendance, jusqu'à la restauration des libertés démocratiques, constituent une somme de sacrifices et un patrimoine légué par les générations précédentes aux générations présentes et futures. Ces sacrifices consentis au prix de pertes en vies humaines,
sont à prendre en haute considération pour la mémoire des disparus mais aussi, pour que nul n'en ignore. Le chemin qui a été défriché par nos pionniers et nos martyrs, devrait amener les gens qui nous gouvernent, à savoir qu'ils ne sont ni tombés du ciel ni moins encore poussés de terre. Et par conséquent, tout ceci devrait les inviter à plus de modestie dans l'appréciation fanfaronne de leur bilan et de la situation actuelle. À y regarder de près, ceux qui nous gouvernent ne prennent jamais la peine d'interroger la mémoire du Sénégal et son histoire. Ils tentent à tout prix de falsifier notre histoire par un maquillage sophistiqué, qui donne l'impression aux jeunes générations que le Sénégal est né hier seulement. Les libéraux vous diront tantôt en 1974, tantôt le 19 mars 2000. Ils écrivent l'histoire du pays à partir de leurs propres paramètres et de leur vision, toute objectivité mise à part. De la récurrence des États-partis ou partis-États depuis notre accession à l'indépendance, découle la fragilité ou l'instabilité de nos institutions. En effet, c'est l'évidence pour tout citoyen objectif de constater que toute la charpente institutionnelle est à la merci du chef de l'État, qui la modifie à sa convenance grâce à une assemblée à sa dévotion. La présente législature en est une preuve indéniable. C'est aussi la source ou l'émanation de l'absence de gages pour la pérennité de nos institutions considérées comme républicaines, mais qui en fait sont de type monarchique. En Afrique en général et comme au Sénégal en particulier, le chef de l'État remplace en cas de besoin la Constitution, ce qui rend récurrente l'instabilité de nos institutions. Dans le cas d'espèce, seule l'interprétation du chef de l'État est valable contre celle de ceux qui sont habilités par les institutions à interpréter les lois et règlements. La pérennité de nos institutions doit être l'affaire de tous les citoyens sans exception. Ils doivent peser de tout leur poids pour exiger de tout pouvoir, un cadre institutionnel qui reposerait effectivement sur le respect des valeurs républicaines universelles, gage de toute stabilité institutionnelle. Les citoyens devront se constituer en une équipe de sentinelles pour défendre la République, la citoyenneté, les libertés, la démocratie et l'état de droit, qui font l'objet d'une remise en cause perpétuelle par ceux qui nous gouvernent en ce moment. Je vous invite à méditer quelques paroles d'hier de M. Wade opposant, par rapport à sa pratique d'aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés de la contradiction entre la théorie d'hier et la pratique d'aujourd'hui de celui qui préside aux destinées de notre pays. Il n'y a pas d'erreur de personne, c'est bien lui qui disait ceci. L'isolement permet les abus, mais il y a des limites que l'autorité hésite à franchir si elle sait que l'opinion internationale sera informée. M. Wade opposant. Tout peuple éduqué est capable de consentir des sacrifices, à la condition que les dirigeants soient les exemples vivants de ce qu'ils prônent. M. Wade opposant. La question qui se pose aujourd'hui, en Afrique, est bien la déconfiscation du pouvoir confisqué par des hommes et leur appareil d'exclusion et de répression. M. Wade opposant. Le consensus est le fondement de l'État. Et la stabilité de l'État dépend du degré de consensus, M. Wade opposant. Notre pays est un excellent cheval de course, qui n'a jamais pu donner le meilleur de lui-même, entravé qu'il a toujours été par la médiocrité qui s'est emparée des postes de commande et des rênes du pouvoir. M. Wade opposant. L'indifférence d'un citoyen face à la gestion de la cité est une négation de la citoyenneté. L'indifférence d'une bonne partie des citoyens sénégalais, sur l'appréciation correcte du régime de l'alternance par rapport à la réalité de leur vécu quotidien, depuis 2000, pose un véritable problème sociologique, voire de citoyenneté. On peut bien le dire et cela s'est confirmé, dans le cas de l'élection présidentielle 2007 et même, risque de se renouveler au cours des législatives à venir si nous n'y prenons garde. Il est évident que les Sénégalais, parmi lesquels les couches les plus déshéritées, qui sont lourdement frappées par les méfaits de la crise ou plus exactement, de la malgouvernance du régime ultralibéral de M. Wade, ont été insensibles, pour ne pas dire indifférents par rapport à leur propre situation du moment lors du vote. Certains me diront que c'est l'achat des consciences qui est passé par là. Sans doute oui, mais si ceux-ci avaient pris conscience de leur vécu quotidien et de celle du pays globalement depuis 7 ans, ils auraient dû refuser de se faire acheter si tel est le cas. Le fait que les partis politiques convoitent et se disputent le pouvoir, chose tout à fait normale dans une république qui de surcroît se proclame démocratique,
ne dispense aucun citoyen de son droit de regard sur ce qui se fait ou devrait se faire à notre nom, moins encore, de son devoir de veiller scrupuleusement. À qui doit-on confier les destinées de son pays? L'indifférence, l'acceptation ou la résignation d'une partie du peuple sénégalais, devant le fait accompli frauduleusement ou illégalement par les tenants du pouvoir, constitue un recul démocratique sans précédent par rapport à l'exploit qui s'est produit dans notre pays un 19 mars 2000. Qui plus est et paradoxalement ce sont ceux-là même, qui ont été les bénéficiaires de ce vote de sursaut en 2000, qui en sont aujourd'hui les fossoyeurs. Voilà des gens qui, depuis leur accession au pouvoir, ont décidé fermement de supprimer les voies et moyens démocratiques, les leviers juridiques et institutionnels ainsi que tous les accords acceptés par consensus. Comble d'ironie, ce sont les moyens par lesquels l'alternance a pu se réaliser qu'ils s'attaquent. Faut-il le souligner? L'indifférence, face à un régime qui ne recule devant aucune bassesse pour se maintenir au pouvoir, est synonyme de licence, à laisser tout faire. Et c'est cela que M. Wade a compris. Pour infliger au peuple sénégalais un traitement équivalent à celui d'un roi sur ces sujets, ceci depuis 7 ans. C'est aussi l'indifférence qui transforme le citoyen en sujet, en lui ôtant toute la dignité et la clairvoyance qui lui permettent d'apprécier, de mesurer, de sentir le mal qui lui est fait et d'y faire face énergiquement s'il y a lieu. L'indifférence ne laisse ainsi aux citoyens tétanisés qu'une seule possibilité, celle d'écouter des discours démagogiques et hors saison, parce que celui qui le prononce est totalement coupé de la réalité du pays. Mais que le citoyen, lui, prend malheureusement pour de l'argent comptant. M. Wade est maintenant tellement convaincu qu'avec l'argent du contribuable sénégalais à sa disposition, il peut tout se permettre. Notamment, d'acheter les transhumants caméléons et autres marabouts politiciens. Et avec une machine électronique à fraude, il n'a plus besoin pour gagner des élections, de respecter nos institutions et moins encore, les Sénégalais qui semblent se résigner et prêts à tout supporter. Ainsi, l'indifférence des citoyens a permis à un régime incompétent et de scandales à n'en plus finir, fait d'échecs à tous les niveaux, qui n'a tenu quasiment aucune de ses promesses durant tout un septennat, et dont le bilan n'est rien d'autre que l'évocation de chantiers inachevés et un discours d'autoglorification synonyme de fait d'armes pour se faire réélire malgré tout pour 5 longues années douloureuses encore. C'est invraisemblable. Ce régime, qui devait dans les conditions normales, recevoir de la part des victimes de l'alternance une sanction exemplaire pour incompétence dans la gestion des affaires publiques. Il devrait l'être aussi, pour avoir battu le record de tous les temps, des scandales politico-financiers, pour les crimes et attentats contre des opposants, des journalistes ou de simples citoyens, sous le magistère de M. Wade, et qui n'ont été jusqu'ici élucidés. Ce n'est pas tout. Les catastrophes qui ont coûté au peuple sénégalais des milliers de pertes en vies humaines, sans que le moindre responsable ne fût arrêté, font partie des multiples raisons pour condamner M. Wade et son régime sans rémission. Mais non. Il est passé entre les mailles, pour se faire plébisciter, on ne sait comment. Même pas un avertissement. C'est à croire que certains Sénégalais sont aujourd'hui convaincus que Dakar seul est le Sénégal. Ils semblent oublier combien le coût de la vie a grimpé entre 2000 et 2009. Est-ce qu'ils ont visité entre-temps les autres villes du Sénégal outre Dakar et Thiès, pour se rendre compte de leur état de délabrement? L'indifférence devrait-elle nous faire oublier les peines et les dégâts que les délestages, les pénuries de gaz et de carburant nous ont causés, sans parler de leurs incidences néfastes sur le plan économique et social dans le pays? Méfions-nous des clichés savamment orchestrés pour nous boucher la vue par un pouvoir expert en faux et usage de faux, et dont la méthode de gestion se fonde sur l'informel et des mesures prises à l'emporte-pièce sans lendemain. Comme le montre si bien cette loi sur la parité homme-femme décidée au pied levé, qui, loin de répondre à une revendication fondamentale des femmes, est de pure démagogie pour les arnaquer encore, et voire de remettre en cause éventuellement la tenue des législatives. Comment peut-on en 10 jours au meilleur des cas, pour le dépôt des listes, voter une loi, l'imposer sans tordre le cou comme à son habitude à la loi, en usant de la rétroactivité et autres subterfuges, et dire qu'il existe des juristes de renommée et des institutions républicaines dans ce pays? Ceux-ci ravalent notre pays au rang des républiques archaïques ou monarchiques, comme le Zimbabwe de Mugabe et la Guinée de Conté.
C'est une dégringolade de notre pays à tous les niveaux, qui devrait nous faire honte en tant que Sénégalais. Il est aussi temps, à mon avis, que nous arrêtions de vivre de notre passé pour sa gloire, ce qui nous sclérose au point de nous empêcher de regarder l'avenir et loin à l'horizon. Comme disait l'autre, quand on vit de son passé, on n'avance jamais. Tel semble être notre cas au Sénégal. La situation grave du pays appelle tous ces enfants patriotes et démocrates de tous les âges, hommes comme femmes, à l'image du président Mamadou Dia, qui est toujours à l'avant-garde du combat, malgré son âge avancé, à sauver notre pays des mains inexpertes du régime libéral issu de l'alternance. Toutes les forces vives de la nation et tout particulièrement, la jeunesse devrait s'accorder sur l'essentiel et l'urgence de l'heure, ceci, dans les meilleurs délais, pour limiter les dégâts au minimum avant qu'il ne soit trop tard. Parmi les urgences, il faudrait vaincre en tout premier lieu l'indifférence et l'immobilisme de ceux-là qui pensent qu'ils ne sont en rien du tout concernés par le devenir de notre pays, et tout ce qui peut lui arriver demain. Les incantations des saltigués ou de prétendus protecteurs invisibles de notre pays ne constitueront pas une assurance ou un antidote infaillible pour arrêter des irresponsables dictateurs, avides de pouvoir, ou bien d'empêcher une catastrophe, pour négligence ou imprévoyance, de s'abattre sur notre pays. Le bateau le Joola, les inondations de 2005, l'émigration clandestine et autres accidents, etc., sont là pour nous en convaincre. Je le disais récemment, dans une de mes contributions avant la présidentielle. À l'heure du choix, et nous y sommes, il y a deux camps qui se font face. Le camp du pouvoir est celui qui lui est opposé, les victimes et opprimés, tout autre camp n'est que diversion, pour embrouiller les pistes de solutions durables et éventuellement négocier avec le pouvoir sa transhumance. Les discours de gauche ou d'avant-gardistes ne doivent plus nous induire en erreur, seuls les faits sur le terrain de la lutte contre les méfaits du régime libéral seront pris en compte désormais. Fort heureusement, grâce à l'alternance, nous sommes suffisamment édifiés maintenant pour savoir qui est qui. À propos de la gauche, on peut le devenir, l'être ou l'avoir été, c'est aussi simple que cela. La gauche, c'est une attitude conséquente et un comportement ferme contre une politique libérale qui tourne le dos aux intérêts de la nation, et non un simple discours qui fait rêver. Alors suivez mon regard. AJPADS est le prototype d'une gauche bleuie. Sa direction s'est mise honteusement et pendant 9 ans au service du libéralisme sauvage et rétrograde. Chassée aujourd'hui par Wade du pouvoir, sa direction bicéphale cherche à se faire une peau neuve. C'est une des leçons de l'extrémisme borné, d'une certaine gauche qui se proclamait plus révolutionnaire même que Marx et Lénine. Dans ce combat ultime, pour éviter le chaos à notre pays, dans les 5 ans à venir, la jeunesse occupe une part prépondérante et décisive. Elle doit cesser de douter de son avenir et de celui de notre cher pays qui sont d'ailleurs confondus et intimement liés, si tant est qu'elle demeure convaincue qu'elle est l'espoir de la nation pour demain. La jeunesse doit s'engager pour devenir la locomotive de la lutte, de concert avec les hommes et les femmes qui sont déterminés à se battre pour une alternative à l'alternance de Machiavel, afin de défendre nos acquis démocratiques, obtenus de haute lutte par les générations précédentes. C'est un legs à sauvegarder par notre jeunesse. À l'attention de ceux de nos concitoyens, allergiques à la politique inconsciemment, je voudrais dire qu'exercer son devoir citoyen n'est pas faire de la politique, mais c'est user d'un droit constitutionnel et d'un devoir citoyen pour prendre part avec responsabilité au choix de nos futurs dirigeants. Nous sommes tous concernés, et avons une large part de responsabilité, de ce qui arriverait demain si nous restions simples spectateurs, c'est-à-dire indifférents, à laisser faire un pouvoir qui se monarchise dans une république qui doit demeurer irréversible. Ainsi, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, chers compatriotes, n'attendez pas demain pour le faire car il risque d'être trop tard. Tout le monde est responsable au même niveau, est une affirmation inexacte et dangereuse. Dans le Sénégal de nos jours, il me semble que tout est fait pour éviter de situer les responsabilités, même les plus évidentes et totalement avérées, des uns et des autres, sur des actes commis. À quelle fin ? C'est là toute la question qui taraude bon nombre de concitoyens très avertis. Nous observons tous depuis quelques années qu'à chaque fois qu'un événement malheureux, une catastrophe ou un fait banal se produit, on a de la peine à situer les responsabilités pour savoir qui a fait quoi. Les préposés,
censés devoir situer les responsabilités dans des cas précis, en sont toujours incapables. Ils tournent souvent autour du pot et finissent finalement par classer l'affaire tout bonnement, et pour ne plus en parler. Cet état de fait, synonyme de démission, ou fuite de responsabilité, devient monnaie courante et se manifeste presque dans tous les domaines d'activité de notre société aujourd'hui. Ce qui est préoccupant, c'est que malheureusement, les médias privés, la société civile, les simples citoyens, pour éviter d'être taxés de parti pris ou de rouler pour l'opposition, confondent tous dans les mêmes responsabilités. Ainsi, eux qui devaient éclairer les citoyens par des investigations sérieuses et approfondies pour faire éclater la vérité, tombent parfois dans le piège du pouvoir, en renvoyant en définitive auteurs et victimes dos à dos. Je comprends parfaitement leur position, mais ne la partage pas. Il est aussi vrai qu'ils n'ont pas la tâche facile, parce que chacun veut les avoir avec soi, à défaut on les accuse de rouler pour le camp adverse. Mais malgré tout il va falloir tenir bon, car cette mission est ainsi faite, elle nécessite beaucoup de courage de la part de ceux qui sont dans de pareilles situations, de dire sans parti pris qui est l'auteur et qui est la victime de tel ou tel fait. S'agissant des professionnels de la presse tout particulièrement, leur fonction de veille, d'information, d'alerte, de régulation en un mot de sentinelle est une responsabilité qu'ils assument tant bien que mal. Leur contribution très significative à l'avènement de l'alternance la justifie sans conteste et c'est pourquoi certains qui n'ont pas intérêt que la vérité se manifestât ou même se renouvelât, souhaiteraient qu'ils se taisent tout bonnement. Ce qui ferait le jeu du pouvoir, qui a bien des choses peu catholiques à dissimuler. Au demeurant, il n'y a pas de doute. Il est absolument évident qu'en aucun cas dans une affaire ou mieux dans la société, tout le monde ne peut être responsable au même pied d'égalité et à la fois. À mon sens, c'est de la paresse intellectuelle et un argument trop facile que de dire qu'ils sont tous pareils. La responsabilité, c'est comme le thermomètre, elle est graduée dans l'atmosphère ambiante ou l'environnement. C'est pourquoi, il faut faire l'effort nécessaire de discernement et d'investigations objectives, avant de se lancer dans des appréciations superficielles et sentimentales, qui ne reposent sur aucun fondement objectif. Il est tout à fait évident que nous pouvons porter des jugements, sur la base de la pratique de gestion du pouvoir, aussi bien du PS que du PDS, de même que leur manière d'assumer leurs responsabilités pour les avoir vus à l'œuvre, et tout esprit partisan mis à part. Alors, à cet effet, les gens qui analysent et jugent la situation de notre pays, et les hommes qui assument ou qui veulent assumer des responsabilités nationales, devraient prendre la précaution sur la base de leurs connaissances, des uns et des autres, de faire la part des choses, et de décerner à chacun la part de responsabilité qui lui revient effectivement. Quand j'entends un marabout politicien ex-militant PS qui a assumé des charges importantes dans le régime de Diouf, accuser les hommes politiques aujourd'hui, cela fait rire. Et ce n'est pas sérieux et non plus juste, que des citoyens marabouts de naissance jouent sur deux registres selon les avantages du moment. Ils sont politiciens aujourd'hui parce que cela les arrange en tant que citoyens. Et demain, quand les attaques fuseront de partout, comme il se doit sur le terrain politique, avec des flèches acerbes, on cesse d'être politicien et on redevient marabout en attendant des moments favorables sur le terrain politique pour s'y engouffrer encore. C'est un beau rôle non. Qui hier, quand il était dans les bonnes grâces du pouvoir PS, tirait à boulet rouge sur l'opposition? N'est-ce pas Mustapha Cissé de pire? Il y a des gens qui sont vraiment mal placés pour donner des leçons de morale aux autres. De tels censeurs sont disqualifiés par leur passé, pour porter un jugement objectif sur un citoyen quelconque. Toutes ces affaires nébuleuses et bavures de ces dernières années, sans dénouement, ont été rendues possibles, parce que la justice ne s'est pas armée de courage pour dire le droit en toute objectivité. La justice manque terriblement d'hommes dotés des valeurs telles que l'équité, l'honnêteté et de la volonté de rendre justice en situant en toute objectivité les responsabilités des uns et des autres. Au premier rang de cela se trouve le chef de l'État, car c'est à lui que le peuple sénégalais a confié les rênes du pays, et c'est lui qui est en charge de bien conduire les affaires du pays. À ce titre, il se trouve parmi ses missions, la protection des biens et des personnes en toutes circonstances, des citoyens au-delà de ceux de toute la nation. Donc, il est clair qu'en aucun cas il ne peut partager cette responsabilité avec personne. Il a tous les moyens juridiques que les institutions ont mis à sa disposition,
d'abord et les ressources matérielles et humaines, pour trouver les solutions justes à nos problèmes, dans une parfaite légalité républicaine. Toute autre tentative d'amalgame, voulant jeter les responsabilités sur des citoyens ou sur quelqu'un d'autre, est une fuite en avant voire une incapacité à assumer pleinement et correctement ses propres responsabilités. Dans le cas d'espèce, l'alternance a échoué pour n'avoir pas assumé ses responsabilités et de les avoir déléguées au chef de l'État. Ainsi, aucune de ces nombreuses promesses de campagne ne risque de voir le jour. Ceci est de la responsabilité du camp de l'alternance et à personne d'autre. Mis à part, les promesses démagogiques et autres projets utopiques, qui ont servi d'appât au pouvoir pour pêcher d'innocents citoyens non avertis ou de citoyens cupides. Examinons simplement les affaires relatives à la violence qui n'ont pas jusqu'ici été élucidées, et moins encore de trouver un règlement judiciaire équitable. Au regard des affaires ci-après, pour ne citer que celle-là parmi tant d'autres. La rébellion en Casamance avec le MFDC. Affaire Messey. Affaire Balaguer. Affaire Bourse du Travail CNTS. Affaire Bateau le Jola. Affaire Talasila. Les bandes armées qui écument nos régions frontalières, grâce à la perméabilité de celles-ci. Les accidents de la circulation, l'anarchie dans les transports en commun et la circulation routière et la mobilité urbaine empirée. L'effondrement des bâtiments sans autorisation de construire et les autorisations de construire données n'importe comment, ou moyennant des dessous de table pour fermer les yeux sur les anomalies constatées sur les plans. Les bandes d'agresseurs et autres malfaiteurs qui semblent se trouver sur un terrain favorable, elles se déploient en toute liberté sans jamais rencontrer les forces de sécurité sur leur chemin. Les crimes économiques et autres malversations de tout genre s'amplifient d'année en année, ce qui a mis le trésor public en banqueroute, etc. Anossi, marché de gré à gré ou non autorisé. Le cas de Baratal, injustement sanctionné pour avoir refusé de rentrer dans des combines politico-financières de l'État. Plus insolite, on lui reproche de n'avoir pas corsé ses facturations, dans le même temps où on le met en prison sur accusation de surfacturation. Tout ceci constitue, à deux exceptions près, des os en travers de la gorge de l'État libéral et à lui seul. Au lieu d'apporter des réponses adéquates aux interrogations relatives à ces affaires, on nous divertit sur des questions qui sont sans rapport avec les préoccupations des populations. Par exemple les querelles internes du PDS. En acceptant d'assumer toutes les prérogatives et d'user de tous les avantages exorbitants qui y sont attachés sans partage, les tenants du pouvoir devraient avoir le minimum d'honnêteté et d'humilité aussi, d'assumer sans partage les responsabilités quelles qu'elles soient qui découleraient de la gestion de ce pouvoir. Un jeu d'équilibrisme entre les auteurs de méfaits et les victimes est un jeu dangereux pour l'avenir de notre pays, car il justifie l'iniquité et l'impunité. Devant une telle situation, les citoyens à bout de patience tenteront de chercher leur propre solution et c'est là, le lit du danger. Quand les malfaiteurs ne courent aucun risque au bout de leurs actions nuisibles, véritablement, c'est une forme de licence à les encourager à poursuivre leur forfaiture. On peut même dire qu'ils sont encouragés par ceux qui sont chargés de faire la police ou de rendre la justice. Dans le même temps et par ricochet, les victimes sont pénalisées parce que justice n'a pas été rendue comme il se devait. Quand des criminels, reconnus coupables et condamnés sont graciés sous le prétexte de faire éclater la vérité, et que celle-ci tarde encore à se faire jour depuis des années, c'est inquiétant. Et plus grave, ces derniers reprennent du service, parce qu'ils sont sûrs de ne pas être inquiétés grâce à une protection certaine qui leur est assurée. Quand un rapport d'enquête, clair et limpide comme celui du bateau le Jola, où les fautes et manquements ont été situés on ne peut plus clair à tous les niveaux de responsabilité, ce qui nous a coûté 1863 victimes, n'autorise pas malgré tout les autorités à prendre des sanctions, il y a de quoi avoir peur pour notre pays. Quand un citoyen, de surcroît ministre de la République vote avec une fausse carte d'électeur, Macky Sall, au vu et au su de tout le monde, délit puni par la loi, n'a pas été inquiété du tout, fort probablement parce qu'il était ministre de la République. C'est quoi d'autre si ce n'est un encouragement à être hors la loi? Je suis tenté de croire que le libéralisme dont les tenants du pouvoir nous chantent tant les louanges, et la négation de l'état de droit et de la République,
et leur substitution par l'anarchie, l'informel et la débrouille, environnement dans lequel ils se meuvent avec aisance. Ainsi, les honnêtes citoyens, soucieux de l'avenir de l'État de droit et de la République, n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs, car le règne du libéralisme c'est cela et rien d'autre. Dans le libéralisme, la responsabilité, on ne connaît pas. C'est la raison justement qui fait que notre Constitution a été confectionnée et taillée à cette image. Comment une loi fondamentale d'un pays peut-elle envisager par simple bon sens un article qui absout le chef de l'État de toute responsabilité découlant de l'exercice de ses fonctions? Autrement dit, il ne pourrait pas un jour être poursuivi d'actes condamnables relevant de sa responsabilité propre, comme naturellement tout citoyen dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'espèce, on n'est pas loin d'avoir donné une licence à tout se permettre au chef de l'État. Alors, la contradiction est tellement flagrante qu'elle dépasse l'entendement d'un citoyen républicain. Comment étant le premier citoyen d'un pays, premier responsable du pays qui peut l'engager en tout, même dans une guerre, parler en son nom, celui-là à qui la nation assure totalement tous les frais, qui est le chef des armées, du Conseil supérieur de la magistrature, mais qui ne peut être tenu pour responsable en quoi que ce soit, même s'il a engagé la nation dans une voie sans issue ou une catastrophe. C'est vraiment une constitution bizarre et insolite, taillée à la mesure et à l'image de quelqu'un, probablement de son rédacteur. En vérité, notre constitution fait du chef de l'État une personne pas comme vous et moi, mais un être humain infaillible ou plutôt irresponsable. Voilà encore une des bizarreries des institutions des États africains ou du tiers-monde. Mais où sont la démocratie et l'égalité de tous les citoyens devant la loi dans tout cela? Décidément, on se perd dans cette constitution où le premier responsable du pays n'est jamais responsable au plan pénal. Que Dieu nous garde de cette constitution si personnalisée. Enregistrement des naissances pour un état civil fiable, un droit et un devoir citoyen. L'état civil en général, en Afrique et en particulier au Sénégal, est traité en parent pauvre et ne présente aux yeux des autorités gouvernementales aucun intérêt général et statistique, sauf au moment des élections. Voici un acte, extrêmement important dans la vie d'un citoyen d'une part, et d'autre part dans l'administration de la cité et les statistiques relatives au recensement national. Tout le monde sait, et c'est de notoriété publique aujourd'hui que l'administration communale et municipale au plan de l'état civil dans notre pays est peu fiable. À telle enseigne qu'aucune statistique relative aux naissances et par ricochet aux décès et mariages ne reflète la réalité sur le terrain. Cette situation si déplorable n'est d'ailleurs valable que dans les villes seulement où il existe des bureaux d'état civil. Imaginez alors, quand il s'agit de la campagne où l'administration est pratiquement déconnectée ou absente pour une longue période, sauf dans les cas où elle-même a besoin des populations pour une raison spécifique. Par exemple à l'approche des élections, au moment des recensements pour les impôts ou des vaccinations en cas d'épidémie, etc., que l'État se souvient de l'existence de nos villages et autres bourgades. À l'heure du numérique, nous devrions nous atteler à régler définitivement cette problématique de l'enregistrement des naissances, en procédant à l'informatisation de tous les bureaux d'état civil en relation directe avec toutes les maternités. Avec une déclaration automatique et gratuite dès la naissance, on épargnerait ainsi aux citoyens des tracasseries inutiles et coûteuses. Les maternités équipées à cet effet devraient pouvoir enregistrer toutes les naissances quotidiennement et obligatoirement, pour ensuite communiquer les informations à l'état civil le plus proche, au cas où il y en aurait pas en leur sein. Après 49 ans d'indépendance, une bonne partie de nos campagnes, dans le centre comme à la périphérie du territoire, demeure toujours coupée de l'administration centrale. La décentralisation qui devait rapprocher l'administration de ses administrés a lamentablement échoué. Une réforme administrative, dans laquelle le flou du texte l'emporte sur la précision de telle sorte qu'entre les collectivités locales et l'administration centrale, personne ne respecte plus l'esprit et la lettre de la loi sur la décentralisation. Ainsi on ne sait plus qui doit faire quoi ou plutôt l'administration centrale refuse d'appliquer comme il se doit les textes de la loi sur la décentralisation. L'aménagement du territoire est resté lettre morte, sinon sa traduction dans les faits n'est pas ressentie au niveau des citoyens à la base. Cet état de fait
favorise naturellement toutes sortes de manipulations frauduleuses, parce que les collectivités locales sont laissées à elles-mêmes, totalement dépourvues de ressources financières et humaines leur permettant de fonctionner convenablement face à leurs charges récurrentes. Les registres d'état civil, confectionnés jusqu'ici manuellement, constituent aussi une source de fraude insoupçonnée, et permet d'établir des actes de naissance, de décès ou de mariage à main levée sans aucune source fiable réelle. C'est ainsi que les faussaires créent un numéro fictif pour une vraie ressemblance de fiabilité. Dans certaines bourgades, c'est le chef du village ou le marabout, généralement des analphabètes qui règlent tous les actes d'état civil relatifs aux naissances, tandis que pour les décès, ils font rarement l'objet de déclarations. Ils établissent les actes souvent à leur convenance et à la satisfaction parfois des demandeurs suivant leurs propres données. Conséquence, même décédées, les personnes demeurent parfois sur les registres d'état civil, ce qui fausse évidemment le recensement de la population, donc une démographie tout à fait erronée. Naturellement, pour que cela cesse définitivement, il faudrait que tout le pays, c'est-à-dire l'ensemble du territoire national, soit rattaché par un lien organique à l'administration centrale, en un mot, un réseau intranet, ce que le pouvoir libéral déclare posséder, mais par pure vanité. Certes, c'est une tâche immense, mais faudrait-il que l'on commence déjà effectivement le travail et à ranger les rapports et autres statistiques fictifs à la poubelle. La modernisation d'un État est à ce prix au XXIe siècle. Même sur le plan économique et social, c'est un facteur important pour limiter la fraude et rassurer nos partenaires sur la fiabilité de nos documents administratifs officiels. Il faudra commencer par l'État, qui est lui-même un faussaire notoire, comme le savent d'ailleurs le FMI, la Banque mondiale et tous nos partenaires au développement, par les documents truffés de contre-vérités qu'ils reçoivent de l'État sénégalais. Aujourd'hui, l'évaluation de la population du Sénégal par le recensement physique, fait de porte à porte, est utopique. C'est une perte de temps et d'argent sans résultat fiable. Si nous voulons nous compter, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir un état civil fiable et à jour, ce que seul un système informatique performant peut régler efficacement, pour éviter les fraudes et amoindrir les risques d'erreur. Théoriquement, selon Me Wade, le Sénégal est en avance sur le plan informatique dans toute l'Afrique. C'est également par pure vanité car cette déclaration ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Si cela était vrai, comment se fait-il que l'administration sénégalaise ne soit pas informatisée, même pas au niveau de son administration centrale, à plus forte raison qu'au niveau des autres segments inférieurs de l'État? Tous les dons de matériel informatique qui nous ont été faits ont servi à tout, sauf à doter nos institutions d'un système informatique performant pour sortir notre administration de son empirisme chronique. L'intranet au niveau du gouvernement n'est que du bluff. Il est pratiquement impossible de joindre un ministère ou son service par l'Internet. La réponse invariable, c'est en construction depuis 9 ans. Le titre du quotidien du 16 février 2009 d'ailleurs en dit long. Financement de 40 milliards de l'intranet gouvernemental, le jeu de dupes de Beijing. Il révèle que des spécialistes sénégalais de nouvelles technologies dénoncent un accord qui n'a aucune retombée positive pour le pays. Sur le prêt de 40 milliards de francs CFA accordés, quasiment rien ne restera au Sénégal, sinon des miettes. Et on paiera la somme au prix fort, parce que pendant longtemps encore, ce projet... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.